Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu, mais tout le monde va voir que ça. Je suis sûre que tout le monde voit ça. Je suis sûre que tout le monde me regarde à cause de ça, mais... Ah non, mais ça, c'est pas possible. Bon. Non, mais 40 fois que tu vérifies, 40 fois que tu vérifies. Ça a grossi ou ça a pas grossi? La dysmorphophobie. Non, je ne suis pas complètement barrée, c'était pour illustrer le sujet que j'allais aborder aujourd'hui. Donc la dysmorphophobie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là, qui me semble très joli d'ailleurs, très agréable à lire et très agréable à écrire, et comme son nom l'indique, c'est une phobie. Là, je ne vous apprends rien. Cette phobie est caractérisée par une préoccupation concernant un ou plusieurs défauts physiques légers, qui sont peu apparents, voire inexistants dans les cas les plus extrêmes. C'est donc quelque chose qui est tout à fait subjectif et obsessionnel. Cela peut concerner le visage, le corps, les deux, et évidemment cela peut évoluer au cours de la vie. Par exemple, je peux très bien avoir une obsession sur mon lobe d'oreille, comme je vous l'ai montré, et dans 6 mois, ça passera sur le genou. Allez savoir pourquoi. Non, je plaisante, je vais vous expliquer pourquoi. Une petite précision, avant toute chose, c'est qu'il y a quand même une différence entre se dire « Ah là là, j'ai un bouton », enfin moi il est ici, mais « J'ai un bouton, c'est hyper moche, j'aime pas », et aller regarder 40 fois de suite, pendant une demi-heure, son lobe d'oreille, pour être sûr que ça n'a pas changé, que ça n'a pas évolué, que ce lobe est toujours bien comme il faut, ou voir si le défaut a grossi, a changé toute notre apparence. Parce que dans la dysmorphophobie, il y a en effet, c'est au-delà d'un complexe, il y a un retentissement sur le fonctionnement global de la personne qui en souffre. Il y a aussi ce que l'on considère comme étant, guillemets, je sais pas animer des guillemets, non c'est pas très grave, une perte de temps, puisque c'est très énergivore, et cela empiète donc sur d'autres activités du quotidien et génère une souffrance importante. On peut finalement résumer les critères de la dysmorphophobie de la façon suivante. Une inquiétude marquée à propos d'un ou plusieurs défauts physiques qui ne sont pas ou peu apparents pour autrui. Ensuite, des comportements répétitifs, notamment des vérifications dans un miroir, dans une vitrine, dans une portière de voiture, mais pas juste pour vérifier si mon rouge à lèvres est bien mis, c'est vraiment systématiquement aller vérifier dès qu'on peut croiser son reflet si le défaut que l'on perçoit ou que l'on imagine est toujours présent ou n'a pas évolué, ou des comportements tels un lavage excessif d'une ou plusieurs parties du corps, voire du visage, et enfin une détresse importante qui peut aller jusqu'à des problématiques sociales et parfois professionnelles. Sans oublier que cela engendre évidemment une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi, mais qui est entièrement liée à soi, mais qui peut être évidemment amplifiée selon les propos d'autrui. Il peut arriver, pas me concernant, mais il peut arriver à des personnes dysmorphophobiques qu'on leur dise « Oh bah tiens, t'as perdu des joues ». La phrase complètement banale, là la personne peut tout à fait ne rien vous dire, ne rien vous exprimer, et va passer plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines à vérifier son poids, vérifier son visage sous tous les angles, changer de coiffure pour reprendre une apparence entre guillemets habituelle, ou en tout cas à laquelle elle est habituée, pour une simple réflexion banale faite par autrui. Cela peut engendrer donc des réactions disproportionnées et peut aller jusqu'à un isolement social. Je n'ai pas choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui simplement par hasard en lançant des dés ou en faisant un tarot. Bon, j'aurais pu, mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu le temps. Mais c'est important pour moi, comme pour la vidéo précédente, que l'on aborde des sujets qui sont finalement méconnus, ou en tout cas dont les explications ne sont pas toujours très claires, et lorsque l'on vit ces difficultés-là, il peut être difficile d'en parler, de se faire entendre, en tout cas par autrui, qui peut tout à fait rétorquer « Ah, mais tu sais, moi aussi, quand j'ai un grain de beauté, ça m'agace, quand j'ai un cheveu de travers, ça me gonfle, ou quand je prends 1 kilo, je suis pas bien. » Mais on est au-delà de ça. On est quand même là dans quelque chose, entre guillemets, de pathologique, c'est-à-dire qui dévie complètement d'une norme, et pouvoir expliquer
à d'autres personnes, notamment à son entourage, les conséquences que de simples phrases peuvent avoir, ça peut être intéressant. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Également parce que j'ai pu être, et suis encore quelque peu concernée par la dysmorphophobie. Je connais pas mal de personnes qui vivent ça à des degrés totalement différents. Il y en a qui sont tout à fait sujets aux propos d'autrui, comme je l'exprimais tout à l'heure. En ce qui me concerne, pas du tout. Je n'ai aucune solution miracle universelle à vous proposer. Je ne suis pas encore gourou, mais j'y travaille. Par contre, je peux donner éventuellement quelques conseils, quelques astuces, en tout cas des choses que j'ai faites, des choses que je fais parfois encore, et qui m'aident à mieux vivre cette difficulté-là. Non pas que je ne sois pas convaincue qu'on puisse la faire disparaître totalement, mais dans mon cas, ça a quand même plutôt bien évolué, et il y a quelques petites réminiscences selon mon état de fatigue, selon mon humeur, et je souhaitais partager avec vous ces petites astuces-là. On ne sait jamais, cela peut toujours servir. Comme la plupart des personnes autistes, j'ai ce qu'on appelle une vision plutôt en détail. C'est-à-dire que je suis tout à fait capable de percevoir quelque chose de façon globale, mais cela va me demander de l'intellectualisation, de la conscientisation. Donc cela va me demander un effort. Je me vois de façon morcelée. Ça va sonner un petit peu cliché, mais je me vois tel un puzzle composé de beaucoup de pièces et que je dois assembler en permanence pour avoir une image globale. Par exemple, là, vous ne voyez que, on va dire, ma tête et le haut de mon corps. Mais par exemple, si je fais ça et que je regarde ce qui est ma main, la première chose que je vois, ça n'est pas ma main, ce sont les ridules, les petites marques, le fait qu'il y ait des doigts, des ongles, des phalanges. Je vais très rapidement, hein. Mais ensuite, effectivement, je vois que c'est ma main. Quand je regarde mon visage, je vois d'abord mes yeux, ensuite je vois mon nez, ensuite je vois ma bouche, ensuite je vois mes oreilles, puis mon front, puis mes joues, puis mon menton, puis mes cheveux. Pas toujours dans cet ordre-là, évidemment. Et une fois que tous ces détails sont passés en revue, je vois globalement à quoi je ressemble. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, et je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est que j'ai cette sensation que je peux changer de tête à peu près 30 fois par jour. Mais alors, on va dire comme tout le monde, effectivement, la tronche qu'on a au réveil quand on n'a pas assez dormi n'est pas la même qu'en milieu de journée quand on vient de manger, en fin de journée quand on est épuisé ou quand on est détendu. Ça, je suis d'accord, c'est tout à fait humain, c'est universel, pas de souci. Par contre, je peux tout à fait là... ça m'arrive même lorsque je fais le montage de mes vidéos, je me regarde et je dis... je vois bien qu'en gros c'est moi, mais je me voyais pas comme ça ce matin. Je me voyais pas comme ça juste avant d'enregistrer. Puis je passe devant mon miroir de plein pied, qui est dans mon couloir, vachement intéressant à dire. Et là je me vois en entier, mais... Ah ouais? Puis je me prends en photo dans ce même miroir, il y a encore des choses qui changent, forcément. Et dans le miroir de la salle de bain, l'éclairage et le miroir en lui-même n'étant pas les mêmes, ça change encore. Et là où la plupart des gens ne vont pas nécessairement accorder d'importance, bon, globalement, c'est la même tête, hein, c'est soi. Moi, ça peut encore parfois me perturber, effectivement. Beaucoup moins qu'avant, mais c'était pour vous donner quelques exemples de perturbations que l'on peut vivre au quotidien lorsque l'on est dysmorphophobique. Et donc, avec cette attention automatique aux détails plutôt qu'à la vision globale des choses et des gens, il y a des choses donc que je faisais et que je fais encore lorsque j'en ai besoin. C'est là qu'arrive la petite astuce, c'est me concentrer, voire me forcer mentalement, ou quand je suis toute seule, je l'oralise, hein, je dis, allez, là, tu fais ça, tu y vas maintenant. Donc je me donne du courage quelque part, alors que je suis toute seule. Et donc je me concentre pour essayer justement de me percevoir le plus rapidement possible comme un ensemble, comme quelque chose de global, et non pas comme étant morcelé et dispersé. Donc je vais aller devant le fameux miroir de plein pied, et je me force, je vais devant, je me poste devant, et là je me force à ne pas analyser en mode robot, là, parce que je vais faire un scan de la tête aux pieds comme ça, non, je me force à garder les contours, ma silhouette finalement, on va résumer ça comme ça, je me force à me focaliser sur l'ensemble de ma silhouette, et non pas sur chaque partie qui constitue mon corps, parce que vous imaginez le temps que ça prend de faire ça. Et finalement, à force de faire ça, ça fait quelques années que je fais cela, petit à petit, je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus vite.
Et si je vais de plus en plus vite, cela veut dire que ça me coûte de moins en moins d'énergie, donc que cela me prend de moins en moins de temps, donc que cela est de moins en moins obsessionnel, et finalement j'accepte de plus en plus cette particularité-là, et j'évolue aussi vers une vision un peu plus immuable, on va dire, de moi, et aussi une acceptation de l'immuabilité de tout. Une deuxième astuce que j'ai faite au début, pendant plusieurs semaines, parce que je trouvais ça en tout cas utile pour moi, ça ne le sera peut-être pas pour vous, mais on ne sait jamais, on est là pour partager, c'est me munir d'un cahier et d'un stylo, d'un feutre, d'un crayon, ce que vous voulez. Et je m'obligeais, dès que je sentais la première pensée intrusive de type oh là là, mais regarde ton œil aujourd'hui, hop 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 hop, je me forçais même oralement. Oh, tu prends ton cahier, tu vas t'asseoir, dans cet ordre-là plutôt, tu vas t'asseoir, tu prends ton cahier, ton stylo, tu inspires un grand coup et là tu écris. Tu écris n'importe comment, dans n'importe quel ordre, peu importe. L'avantage quand on écrit, c'est qu'on écrit plus lentement que l'on pense et on ne réécrit pas plusieurs fois de suite la même chose, contrairement aux pensées qui, elles, peuvent tourner en boucle. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'adore écrire et je trouve ça intéressant. Et donc je me forçais, je m'obligeais donc à écrire mes ressentis, mes émotions, mes pensées à ce moment-là, mes comportements. Tout ce que j'étais en train de vivre et que je pouvais analyser sur le moment, même si c'était 3 mots, c'est pas grave. Parce que ça me permettra, parce que ça m'a permis plus facilement, donc petit à petit, de prendre du recul. Donc il y a des fois où j'écrivais 3 mots, des fois où j'écrivais une page entière, et il y avait une forme de soulagement finalement d'avoir écrit ça, et de pouvoir le relire plus tard, lors de la prochaine, on va pas appeler ça une crise, mais obsession dysmorphophobique, de justement continuer à écrire et relire et voir la progression petit à petit de mes écrits, des mots que j'employais, de ma façon de me percevoir, etc. Donc ça force quelque part à une auto-analyse, et je trouve que c'est absolument intéressant et que cela, en tout cas pour moi, cela fonctionne. D'ailleurs, je vais me permettre, je regarde à nouveau. Ah, on est bon, mon lobe d'oreille n'a pas triplé de volume durant le quart d'heure qu'a dû durer cette vidéo. Tout va bien. Avant de vous quitter, pas éternellement évidemment, mais avant de vous quitter, je ne suis pas la seule personne autiste adulte diagnostiquée tardivement qui a abordé le sujet de la dysmorphophobie, ainsi que plein d'autres sujets qui tournent autour de l'autisme. C'est un format qui est tout à fait différent du mien, nous n'abordons pas toujours les mêmes sujets ni de la même façon, mais je trouve ça très intéressant que l'on puisse partager chacun ce que l'on fait. Donc, petit coucou à Fabrice, ou Fabrice, plus connu sur YouTube avec sa chaîne Asperger et Chien, et je ne peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et en attendant, je vous remercie une nouvelle fois, et comme toujours, de m'avoir écouté, d'être resté concentré en m'écoutant déblatérer sur la dysmorphophobie, et si vous voulez qu'on échange, vous avez pu constater que je suis plutôt réactive et que j'ai tendance à répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas que nous puissions discuter de tout cela.